Plusieurs gros scandales de violences sexuelles secouent la France ces derniers mois. L'affaire Liana a suscité une immense vague d'indignation, un coupable présumé déjà connu de la justice, signalé par une plainte pour viol en août 2025, passé entre les mailles du filet. Dans le même temps, des affaires de violences sexuelles et de viols secouent le monde du périscolaire. Par dizaines, des animateurs sont accusés de violences sexuelles sur des enfants. Ce qui inquiète à chaque fois, la récidive et le manque de protection des victimes face à leurs agresseurs. Et pour lutter contre les prédateurs sexuels, les politiques pensent avoir les réponses efficaces, et en particulier à droite. Je propose la castration chimique sans leur consentement. Ça suffit de voir des pédocriminels extrêmement dangereux qui, même après une peine d'emprisonnement, conservent toute leur dangerosité. C'est quelque chose qui revient à chaque histoire horrible. Néanmoins, c'est pas une raison pour à chaque fois ressortir le même argument, qui est un argument qui ne tient pas. Ça ne veut rien dire d'imposer la castration, ça ne sert à rien surtout. Alors aujourd'hui, la question se pose, la castration chimique, est-ce vraiment la solution miracle ? Déjà, il faut comprendre ce que c'est la castration chimique. Elle est instaurée en France en 1998 dans le cadre d'une loi pour la répression des infractions sexuelles et la protection des mineurs. Et la castration chimique est loin de l'idée que l'on peut s'en faire. Elle est indolore et ne requiert aucune opération physique. Le délinquant sexuel prend simplement un traitement pour réduire sa libido. Le médicament, qui peut être pris par voie orale ou par injection, réduit la production de testostérone de l'individu. Selon le site du service public, il n'empêche pas les rapports sexuels mais les rend beaucoup moins fréquents. Et ces effets ne sont pas irréversibles. Ils durent tant que le patient se fait soigner et peuvent s'arrêter à tout moment. Ensuite, ce n'est pas le juge qui décide de la mise en place du traitement, il décide seulement d'une injonction de soins, en gros d'une obligation de se faire soigner. Mais c'est le médecin qui a le dernier mot en choisissant le traitement le mieux adapté à chaque individu. Il faut des bilans sérieux, que le sujet soit vu régulièrement car le traitement est assez lourd. Les médicaments ont des effets sur le foie, sur les os, sur plusieurs organes. Et conséquence, ça a ses limites. Le traitement ne peut être suivi que pendant quelques années. Il faut vraiment le consentement du sujet. Donc, il faut qu'il le demande. Des fois, on a des sujets jeunes qui pourraient aussi, à un moment donné, en évoluant différemment dans leur vie, avoir un désir de fonder famille, ça peut arriver. Et puis surtout, ça va provoquer chez l'individu qui n'a plus ses organes génitaux un certain nombre de difficultés aussi sur le plan physique. Il est donc prescrit à très peu de personnes en France. Celles-ci ont bien sûr le droit de refuser, mais cela aura des conséquences sur leur incarcération. Elles pourront notamment se voir retirer leur réduction de peine. Alors pourquoi c'est plus complexe que ce qu'avance Bruno Retailleau et avant lui d'autres personnalités de la droite comme Bernard Debré en 2007 ou Laurent Wauquiez en 2018. Ce qu'il faut saisir ici, c'est d'où vient l'acte de violence sexuelle. Tout le monde découvre de manière effarée qu'au fond, ces monstres sont des gens qu'on connaît, sont des gens qui sont à côté de nous et qu'on n'avait pas soupçonnés. Et c'est ça le choc aussi. Les agresseurs, eh bien le plus souvent, on les retrouve même dans les cercles intrafamiliaux. En 2023, selon un rapport de la Ciivise, la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, c'est 80% des violences sexuelles subies par les mineurs qui se déroulent dans la sphère familiale. Adultes et mineurs confondus, c'est de l'ordre de 30 à 45%. Les agresseurs sont le plus souvent des monsieur tout le monde. Ils ont des vies banales, partent au travail, en vacances, ils ont une famille, des interactions sociales. C'est aussi souvent un acte de violence pour la domination, pour être le sujet qui finalement a raison sur tout. Mais au-delà des aspects médicaux et de ce qui existe déjà, le problème de la castration chimique obligatoire, c'est surtout son inefficacité. On a vu des gens à quels on l'avait pratiqué qui peuvent tout à fait passer à l'acte quand même, et cette fois-ci de manière agressive, c'est-à-dire avec un... Je ne vais pas rentrer dans les détails sordides, mais enfin, on peut mettre le doigt, on peut mettre un bâton, on peut trouver toutes sortes de misères à faire où le sexe n'est pas forcément présent, mais où c'est possible de contraindre une femme ou de contraindre un enfant. C'est très clair, la castration chimique n'empêcherait alors en rien la violence sexuelle. Et le fait de vouloir l'imposer, ça relève aussi d'un autre mauvais jugement de la part de ceux qui soutiennent la mesure. Il y a là une déshumanisation de l'individu, un non-respect de sa dignité humaine et une certaine idée d'un coupable idéal, vu comme monstrueux, comme autre chose qu'un homme. Le danger serait de les stigmatiser justement comme des monstres, car cela mène à moins bien les percevoir et à moins bien les accompagner.
Mais alors comment vraiment réduire la récidive et quelles solutions existent? Lorsqu'elle est consentie et même parfois demandée, la castration chimique permet de mettre en place une thérapie avec l'auteur de violences. Il y a aussi des molécules autres, des antidépresseurs, des neuroleptiques, d'autres molécules qui peuvent aider à faire baisser, parce que des fois dans les passages à l'acte, ce sont aussi de l'anxiété. Il y a aussi ou bien des gestes de personnes totalement déprimées. Enfin, il y a beaucoup de choses à analyser. Mais alors la question se pose, que faire des auteurs de violences sexuelles une fois qu'ils ont purgé leur peine et qu'ils sont relâchés dans la nature? On l'a vu, la loi de 1998 instaure donc l'injonction de soins et la castration chimique, mais aussi la psychiatrie pour les condamnés. Les professionnels de la santé se sont donc retrouvés à devoir soigner ces personnes, ou du moins à les suivre pour tenter d'éviter la récidive. Donc le mécanisme, c'est de retrouver un peu ce qui, dans son histoire personnelle, l'a fragilisé, n'a pas abouti pour lui, et le met sans cesse en défaut et en envie de passer à l'acte sur quelqu'un, sur quelque chose. Là, c'est sur des femmes ou des enfants, ça peut être aussi sur des animaux, mais ça peut être tout simplement sur d'autres crimes, hein, d'autres types de crimes. La solution pour empêcher les prédateurs sexuels de passer à l'acte, elle ne repose pas sur une pilule miracle. La castration chimique a montré ses limites, des traitements lourds, des problèmes d'atteinte à l'intégrité physique du patient, et puis ça n'empêche pas la récidive. Pour la majorité des professionnels de santé, on préférera un accompagnement psychothérapeutique qui peut se faire de manière individuelle ou en groupe. Par exemple, depuis les années 2010, la justice restaurative existe en France. Ce système permet à des victimes de rencontrer des agresseurs pour échanger, comprendre, entamer un parcours de guérison, une aide à la fois pour la victime et pour l'agresseur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner pour ne rien manquer sur cette chaîne.